Retour pour notre seconde partie de l'émission Le Monde en 7. Ce deuxième plateau, on continuera de parler un peu du Sénégal, où nous évoquions donc la réquisition de 10 ans de réclusion criminelle contre Ousmane Sonko pour viol. Sur le plateau avec moi, Dominique Lacmon, qui est le secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi en la force du Togo 2FDT. Notre second invité, Marcel Agbessi, ne nous a toujours pas rejoint. Nous continuons donc cette émission. Dominique Lacmon, on évoquait donc le cas Sonko. Vous pensez donc que Macky Sall, au regard de la Constitution, a le droit de faire son deuxième mandat, son troisième mandat, pardon, et que Sonko manipule la jeunesse. Mais aujourd'hui, on regarde la situation au niveau du Sénégal et on a l'impression, c'est même pas une impression, le climat politique est très tendu dans le pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour décrisper l'atmosphère politique? Non, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est mais à Ousmane Sonko d'appeler ses militants au calme. Puisque ce qui est en train de se passer au Sénégal, c'est une affaire de justice. On n'est pas encore dans la campagne électorale où on dit qu'il y a des affrontements entre les partisans des différents partis politiques. Actuellement, c'est une affaire politique. Est-ce que quelqu'un derrière cette affaire politique? Bon, en tout cas, en politique, tous les jeux sont permis, les coups sont permis également. Mais si les coups sont permis parce que si l'autre ne trouve pas de faille, il ne va pas l'exploiter. S'il y a une faille, c'est normal que Macky Sall puisse exploiter la faille là, mais pour mettre quelqu'un qui ne le laisse pas dormir tranquillement. Et souvent, les conséquences que les leçons que nous tirons de ces genres d'événements, parfois ceux qui commencent dans la plupart des différents États à faire croire que la rue et leur pouvoir et leur force finissent par être anéantis en fait, par la même rue en fait. Vous voyez, parfois c'est quand vous voyez ces jeunes qui soutiennent Ousmane Sonko, qui sont prêts à découdre avec la police et tout parce que Ousmane Sonko les appelle à le défendre contre la justice. Actuellement, il est en guerre contre la justice, pas Macky Sall. Hein. Macky Sall n'a rien à voir avec Ousmane Sonko actuellement. Mais c'est Ousmane Sonko qui va à la provocation, mais il a un problème avec la justice, mais pas avec Macky Sall. Donc aujourd'hui, pour pouvoir répondre à votre question, comment faire pour décrisper la situation politique, c'est à lui d'accepter tout simplement et de reconnaître la décision de la justice. Macky Sall n'a aucun rôle à jouer dans cette décrispation. Et dire quoi? Les peines seront annulées ou il va demander... Je sais pas, parce que actuellement, le climat est très tendu. À chaque convocation, il y a une véritable tension dans le pays. Toute la classe politique est unanime pour dire que Macky Sall doit donner clairement ses intentions pour le troisième mandat. Est-ce que la balle n'est pas finalement dans le camp de M. Sall? Non, mais en fait, je ne comprends pas. Si vous dites toute la classe politique attendre que Macky Sall se prononce, moi j'aurais été à la place de Macky Sall, je vais adopter la même posture. Mais je n'ai pas de questions à rendre, à donner à mes adversaires politiques. Surtout que l'appel à candidature pour les élections ne sont pas lancés. Mon parti pour lequel je milite ne me demande pas de compte. Nous faisons nos réunions de parti et qu'il y a des décisions qui s'y décident là. Ce n'est pas en dehors de mon parti politique que je vais aller donner des comptes à mes adversaires politiques. Mais pourquoi les gens veulent... Il est président du Sénégal. Il est président du Sénégal, jusqu'à même actuellement. Il n'est pas président d'un parti politique. Il est président de tous les Sénégalais. Mais ce qu'on lui demande maintenant... La situation de tension, en fait, c'est dans le Sénégal. Ce qu'on demande à Macky Sall maintenant relève de son parti politique. Parce qu'on lui demande de se prononcer sur sa candidature ou non à la prochaine élection. Pourquoi est-ce que ceux qui demandent que Macky Sall se prononce doivent aller à la recherche pour voir est-ce que Macky Sall est éligible à la troisième candidature ou non? C'est là la question. Maintenant, la candidature de Macky Sall, bien de son parti aux élections présidentielles relève de comment son parti est organisé. Mais ce n'est pas parce que Macky Sall est président du Sénégal que son parti peut décider de lui reconduire à la candidature prochaine, même s'il était à un seul mandat. Et ce que son congrès, le congrès de son parti ne lui réinvestit pas, Macky Sall ne veut pas aller parce qu'on n'est pas président, on ne devient pas président
avec une... c'est-à-dire que pour toi seul, c'est que tu as un parti autour de toi dans lequel les décisions sont prises et que toi, tu dois être soumis à cette il n'a quand même pas réussi à offrir aux Sénégalais, en tout cas à ceux qui sont proches de l'opposition, la garantie qu'il ne manipule pas la justice pour éliminer un candidat. Manipuler la justice. Est-ce que les gens ont cherché à savoir si ce qui était reproché à Ousmane Sonko ne sont pas avérés? Mais Ousmane Sonko doit apporter les preuves. Quand on a parlé du ministre, les gens disaient une manipulation, mais c'est devant... Et ça, c'était une manipulation aussi. Quand il avait accusé le ministre d'avoir détourné des milliards qui étaient destinés à l'employabilité des jeunes. Mais vous mesurez l'ampleur de ces allégations. Mais c'est comment on perçoit. C'était pour... Qu'est-ce que lui cherchait à cet effet? Mais c'était pour déstabiliser le pouvoir de Macky Sall. En donnant des fausses allégations sur son ministre, c'est parce qu'il cherche à déstabiliser le pouvoir de Macky Sall. Mais vous pensez que c'est ce monsieur, si aujourd'hui il y a une faille, qui va le tolérer? Mais ça, on ne peut pas dire que c'est une instrumentalisation. C'est quelqu'un qui se donne la tête, c'est lui qui se met la corde au cou, mais on va tirer. Si Macky Sall sait qu'il s'est mis la corde au cou, je peux tirer pour avancer, c'est la politique. Il va l'écarter de la course. Il serait pas je ne pense pas que si Ousmane Sonko n'est pas candidat aux élections, il n'y aura pas un Sénégalais qui va postuler sa candidature. Et ce n'est même pas vérifié, mais il peut battre Macky Sall aux dernières élections. Il était troisième aux dernières élections. Oui. Et on a vu sa cote de popularité monter. D'ailleurs, dans les législatives, on a tout fait pour quelques broutilles écarter la liste qu'il pilotait. Et vous avez vu comment Macky Sall a eu du mal à avoir une majorité au Parlement. Oui, mais ça, c'est l'Assemblée. Tu sais, les élections... C'est des reflets, ça reflète peut-être généralement la politique. Quelqu'un qui avait une majorité très confortable, qui se retrouve après avec juste une seule voix de plus que l'opposition, on ne va pas dire que ce n'est pas rien. Oui, ben, moi, je n'ai pas dit que la candidature, c'est-à-dire, la réussite ou bien la victoire de Macky Sall doit être assurée pour sa candidature au troisième mandat. Mais moi, on parle actuellement, nous parlons de la candidature. Voilà. Si Ousmane Sonko qui aspire diriger le Sénégal, c'est qu'il a ce tour de mobiliser les gens, de mobiliser les électeurs Macky Sall. Il ne va pas jouer à ce genre de dilatoire, à ce genre d'instrumentalisation. Il devait être serein, en train d'organiser ces jeunes-là à aller battre Macky Sall. Je suis sûr qu'il aurait plus de voix que ce qu'il est en train de faire actuellement. Il est en train de perdre en stratégie. Voilà. 2024, c'est quand même l'année électorale, février 2024, si je ne m'abuse. Il est quand même au niveau de l'opposition celui qui émerge parce que on ne voit pas d'autres personnes véritablement émerger. Est-ce que vous vous en voyez dans l'opposition sénégalaise? Mais il y en a. Pourquoi? Est-ce que c'est Ousmane Sonko qui est le seul... c'est lui la seule personne. Qui émerge. Il y a aussi comment la première ministre Mimi Touré qui est sortie du lot parti, parce que elle aussi les mêmes dénonciations de mandat aussi. Hein, j'avais dit ça. Ce ça. que vous reprochez à Macky Sall, à Ousmane Sonko, c'est la même chose qu'elle a dénoncé et elle a été exclue du parti. Moi, je n'aime pas les transhumants politiques des gens qui font de la politique par intérêt. C'est de la transhumance? Oui, parce que elle défend des intérêts. Elle défend des principes aussi. Elle a espéré que Macky Sall lui donne la présidence de l'Assemblée nationale. C'est tout son droit. Et qu'il a été... Elle a conduit la liste. Oui. Mais c'est son droit comment? Au niveau de Dakar. Il faut pas que... Elle n'a pas le droit d'être ambitieuse. Vous lui reprochez d'être ambitieuse. Il ne faut pas que d'autres pensent que c'est eux ou bien elles seules qui sont destinées à occuper certains postes. Monsieur Samuel, tout de suite, on peut te faire appel à occuper un poste quelconque si c'est lui qui est le premier responsable du parti, c'était Macky Sall. S'il aspire que c'est toi qui peut répondre aux attentes du parti, du groupe, mais on te propose. On ne peut pas dire que non, c'est moi qui étais prévalu être ici, donc on m'a retiré ce que je méritais et du coup je sors et il sort pour faire des déclarations comme quoi Macky Sall aspire à faire son troisième mandat et il est contre ça. Pourquoi elle était candidate pour être présidente de l'Assemblée nationale? À ce moment, elle ne dénonçait pas les manigances de Macky Sall pour être candidat à la troisième mandature. Pourquoi elle ne dénonçait pas ça? Et attendre qu'on ne la propose pas
à être présidente de l'Assemblée nationale est sortie faire des déclarations. Moi, je ne suis pas contre ces déclarations-là, mais elle fait fausse route. Maintenant, c'est la candidature de Macky Sall. Il faut que les hommes politiques puissent démarquer de ça, aller battre la campagne, mobiliser leurs troupes et puis quitte aux institutions qui organisent les élections au Sénégal puissent valider la candidature de qui doit être président, qui doit poser sa candidature et maintenant quitte au peuple sénégalais de décider de leur prochain président. Affaire à suivre donc. Ouais. Nous passons au dernier sujet maintenant, c'est le Togo. On va évoquer les questions politiques ici au Togo, c'est ce qui préoccupe également parce qu'on se prépare activement pour les élections législatives cette année 2023. Elles doivent se tenir en principe le 20 en décembre prochain. Et on a l'impression, quand on regarde au niveau des états-majors des partis politiques, que le starting block va être rempli. En 2018, il y avait un appel au boycott généralisé, ce qui avait fait que l'élection a été à demi-teinte. Cette fois-ci, tous les partis politiques semblent partis pour concourir à cette élection. D'ailleurs, les congrès des partis politiques se multiplient. Au moment où nous parlons, a dit en plein congrès, le parti clé, c'est des leaders émergents également, est en plein congrès. Tout le monde veut respecter donc le délai du 30 mai qui est le délai de rigueur pour que tous les partis tiennent leur congrès. C'est dire, Dominique Lacmon, que eh bien, le boycott fait partie du passé. Mais ça doit servir de leçon également. Mais ça doit servir de leçon. Donc, et tout le monde l'a compris que le boycott n'était pas une solution. Et aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui doit se mettre en marge des élections qui s'annoncent dans notre pays. Et comme tu l'as su dire, les états-majors des différents partis s'activent ardemment pour espérer participer à ces élections. Vous avez vu même d'autres où ceux qui tenaient appelé entre-temps au boycott, même aujourd'hui, si je prends l'exemple comme le défunt dynamique Monseigneur Podjoro, où leur mentor leur a demandé de ne pas participer aux élections, les gens ont tout fait pour contrecarrer et le truc là, pour ne pas rester dans le boycott, parce que le fait du boycott s'est fait sentir jusqu'à aujourd'hui. Dans ces différentes étapes majeures des partis qui se sont mis en marche et qui ont épousé l'idée du boycott, les effets se font sentir jusqu'à aujourd'hui et ils ont intérêt à l'éviter encore. Alors, mais à l'éviter, ça c'est une chose. Mais quand vous analysez un peu le paysage, est-ce que vous pensez que ces 5 ans où on a été absent de l'hémicycle de l'arène politique leur permettent aujourd'hui d'avoir une bonne lecture du paysage politique pour espérer conquérir leur place? Qui a été absent? Je parle d'une bonne partie de l'opposition. Hein. Mais il y a l'opposition à l'Assemblée nationale. Je ne dis pas l'opposition, je dis une bonne partie de l'opposition. Cette bonne partie, non, mais les élections ne sont pas obligatoires. Participer à une élection, mais n'était pas obligatoire. Mais c'est pourquoi j'avais dit, mais est-ce que le mot boycott même avait sa place? Était dit que il y avait des partis de l'opposition qui avaient déposé leur candidature et qui se retrouvent actuellement à l'Assemblée nationale. On ne pourra plus parler de boycott parce qu'il y a l'opposition là-bas. Il y a d'autres qui ont boycotté. D'autres qui ont... voilà, eux-mêmes parce qu'ils ont boycotté, ils n'étaient pas prêts à participer aux élections, tout simplement. C'est-à-dire que... C'est une question de préparation. De préparation. Mais vous n'êtes pas prêts pour une élection, vous n'y allez pas parce que vous connaissez déjà votre résultat. Et si vous n'avez pas un électorat confortable, vous n'avez pas les moyens pour assurer comment protéger vos délégués et tout ça là. Participer à une élection sont des moyens. Et si vous ne l'avez pas et vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas mobilisé vos troupes, vos états-majors dans différents pays, mais ce n'est pas la peine de participer à une élection. Ils avaient posé quand même des questions sur les conditions même d'organisation. C'est ce qui avait cristallisé le débat à l'époque. Vous vous rappelez les questions sur la composition de la CENI. Il y avait plein de choses qui avaient fait qu'ils n'avaient pas participé à l'époque. Mais moi, je ne parle pas. Ceux qui n'avaient pas participé, tout simplement, n'étaient pas prêts. C'était des dilatoires. Quand on parlait ça veut dire... C'est ce que je viens de citer précédemment, par dire, mais quand vous savez, tu sais, la politique, c'est pas comme nous le voyons.
Mais les gens sont ici, à Lomé, on crie politique, mais je ne sais pas si votre village est situé à quel niveau. Quand tu arrives là-bas, tu donnes le nom d'un parti, on pense que tu es en train de jouer à un jeu, un nom de quelqu'un, d'une personne qu'on ne connaît pas. Mais le parti politique, il faut des moyens, il faut mailler tous les territoires. Est-ce que ces partis qui ont boycotté les trucs et après ils sont revenus dans les élections municipales et tout ça, on a connu les résultats. Il y en a d'autres qui sont revenus pour faire la présidentielle, on a connu les résultats. Mais ils avaient raison de ne pas participer à ces élections. Vous voyez? Quand on boycotte une législative et on va à la présidentielle, on a 4%. Mais vous pensez qu'on n'avait pas raison de boycotter, évidemment, les législatives? Vous voyez, c'est un exemple palpable. Donc, on n'était pas prêt. Et en politique, quand on n'est pas prêt, on ne dit pas qu'on n'est pas prêt, mais il faut jouer au dilatoire pour pouvoir retarder les choses. Mais c'est comme ça, c'est les jeux politiques. Mais cette fois-ci, vous pensez c'est parce qu'ils sont prêts qu'ils veulent y aller? Oui, ça les a servi de leçon, comme je l'ai dit, et tout le monde doit tenter sa chance actuellement. Donc, je ne vois pas quelqu'un, quoi qu'on dise, qui va dire, mais qui ne va pas participer à ces élections. Ils ont même tous juré de participer. Et c'est vraiment, ça donne l'engouement et ça anime la vie politique togolaise. Et ils sont tous en train d'organiser les congrès, comme je l'ai dit, pour respecter donc les nouvelles dispositions de la charte des partis politiques. En même temps, ces congrès, ça va permettre aussi d'avoir une claire lisibilité sur le paysage politique, de savoir quel parti est vraiment parti politique. Oui, évidemment. Et quel parti aussi doit servir d'exemple, de modèle de démocratie que ces partis-là aspirent à soir au Togo. Vous savez que, entre-temps, ici, je fais une rétrospective des campagnes qui se sont passées. Les gens disaient non, que c'est un seul parti qui dirige le pays il y a longtemps, c'est une seule personne qui dirige le pays il y a longtemps. Mais malheureusement, dans certains partis politiques, c'est une seule personne qui dirige le parti il y a longtemps. Ça aussi, il faut c'est interne au parti. non, mais il faut que ces modèles-là se transfèrent dans nos organisations. Quel modèle? Si je dirige un parti. Qu'il y ait la tenance au niveau des partis. Ah oui, à la tête des partis également. C'est pas la même chose qu'au sommet de l'État. Mais c'est la même chose, Michel. Le sommet de l'État n'appartient pas des partisans, ça appartient à tout le monde à la fois. Il faut voir la politique française. C'est le modèle de démocratie que les pays francophones ont transféré dans les États. C'est le modèle de démocratie française. Mais quand on va aux primaires, et aujourd'hui, tu vas à la présidentielle, tu échoues, c'est pas, la prochaine élection, ce n'est pas toi qui reviens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi comme ça? Ça dépend du parti. Oui, mais non, j'ai dit, surtout en France. Quand vous prenez un parti comme le Front National, on a posé le même candidat plusieurs fois. Oui, c'est un mouvement. Après, mais quand maintenant, c'est la dame qui est positionnée plusieurs fois. La gauche, c'est un conglomérat de partis politiques. Oui, c'est pourquoi j'ai dit le Front National c'est la droite, c'est l'extrême droite. Elle est qu'un mouvement et c'est elle seule qui se représente. Mais les autres, la gauche, la droite, tu vas voir aujourd'hui les primaires. Quand c'est toi qui vas aux élections, tu n'as pas gagné, mais tu reviens, ce n'est pas la même personne qui va se présenter. Mais il faut que nos partis aussi... on n'est pas non plus dans cette configuration. Qui nous demandent... Qui sont libres de choisir qui ils veulent comme chef. Oui. Maintenant, quand vous faites la comparaison avec la tête de l'État, le sommet de l'État, c'est pas le même registre. Non. Vous savez, c'est l'erreur que nous commettons parfois. C'est-à-dire que pour devenir chef d'État, nous devons commencer d'abord à la base. La base, c'est que nous devons nous présenter à la base. C'est quand on serait en haut, c'est la même chose que nous devons présenter. Nous voulons cultiver une démocratie. Nous aspirons à une démocratie. Et cette démocratie se fait sentir même dans nos foyers également. Ou bien dans nos partis politiques, dans nos associations, dans nos mouvements. Dans votre foyer, on ne vous demande pas de changer. Non, ça c'est autre chose. Mais c'est quand on est président d'un parti politique pendant des années. Et qu'on va à une élection, on ne gagne pas, on doit se remettre en cause. Peut-être que, mais si je change une autre personne, mais là, peut-être, on va voir si le parti peut gagner avec l'autre personne ou pas. Mais si c'est toujours la même personne qui va et il est là, la même personne qui est à la tête du parti il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, aujourd'hui, il dit que non, il faut chercher l'alternance
à la tête de l'État, ça veut dire que lui-même, quand il sera chef de l'État, il ne va pas accepter qu'on le change également. Parce que ce principe, il ne l'a pas cultivé. Ce n'est pas être arrivé à la tête de l'État qui va chercher à cultiver le principe d'alternance. Il faut que l'alternance se fasse dans les états-majors, dans les partis politiques aussi. Donc vous confirmez que les gens modifient les constitutions pour rester? Mais non, ils modifient les C'est conditions. ce qu'on disait du Sénégal. Non, mais la modification constitutionnelle, c'est un principe et Oui, c'est pour ça que je et parle- c'est une nécessité. On ne modifie parlait pas. de modification opportuniste. Oui. Hein. Non, pas du tout. On ne peut pas. Non. Non. On veut garder le pouvoir en main. On va Non, changer non. le test constitutionnel pour pouvoir demeurer. Non, c'est parce que la modification constitutionnelle, il y a une nécessité. Une nécessité qui se fait sentir et on porte, et le législateur est là, soit pour modifier ou par référendum, on soumet au peuple de pouvoir pencher sur la nécessité, la question de l'air. Voilà, ce n'est pas que aujourd'hui, un chef d'État qui dit aujourd'hui j'ai bien mangé, demain je vais modifier la Constitution. Pas du tout, mais ça ne serait pas possible. Mais il doit se faire sentir la nécessité, et sur cette nécessité, c'est cette même nécessité qui leur fait dire après que je vais rester. Non, mais s'il y a eu une nécessité, c'est une nécessité pour tout le monde. Pourquoi c'est à lui qu'on doit exclure? Oui, s'il y a nécessité pour tout un pays, mais est-ce que lui, en tant que chef d'État... Ça fait que vous pouvez rester dans un régime où vous avez limité le mandat, mais rester à vie. Mais si qu'après, quand la fin du deuxième mandat approche, vous faites une modification opportuniste. Non, quand vous dites opportuniste, c'est qu'il y a un souci. Oui, après, mais c'est que vous modifiez une modification nécessaire. On a vu des gens qui ont modifié, qui sont partis. Hein, il n'y a pas eu de problème. Mais justement, ils ne se sont même pas présentés. Oui. Ils ont dit, bon... Ah oui, mais s'il y a une modification... Ils sont partis. Oui, s'il y a une modification nécessaire et que tu as modifié, et que ton peuple... Et tu sais que tu as aussi le soutien de ton peuple, mais c'est la majorité qui monte au pouvoir. Donc, il n'y a pas... Moi, je ne juge, je ne fonde pas le développement de nos pays ou bien notre démocratie sur l'alternance de personnes. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça qui est le... Et ce n'est pas l'alternance de personnes qui est vraiment le principe démocratique. Ça permet aussi d'éjecter de la nouveauté, des idées nouvelles. Oui. Parce que la même personne, quand elle vous dirige, peut-être, moi, je ne sais pas... Mais ce n'est pas une seule personne. 15, 20, 30 ans après, on a l'impression qu'elle devient statique. Non. On n'a plus rien de nouveau à proposer après. C'est pas ce que nous croyons dans nos États africains. On croit être de super hommes. Non, mais vous avez vu, j'ai dit, il y a des gens... l'impression, parce qu'on est allé copier des principes ailleurs, mais on refuse de les appliquer en l'État. Les gens parlaient... les tropicaliser. Oui, les gens parlent de modification constitutionnelle d'Alpha Condé. Alpha Condé a été un opposant emblématique. Mais quand il est arrivé, mais vous avez vu, c'était pour dire que ce n'est pas vraiment l'alternance de personnes qui fait le changement dans un pays. Ce n'est pas la... Non, mais... C'est pour ça que l'alternance est importante. Quand vous faites mal, vous dégagez. Si vous faites mal, vous dégagez. Mais si vous faites bien, vous restez. Ad vitam. Ben c'est normal, mais si vous avez le soutien de votre peuple, moi je ne suis pas contre les... Barack Obama est parti avec une cote de popularité très élevée. Donc si c'est le soutien du peuple qui allait être le critère, tout le monde dirait le soutien ça peut s'inventer. Hein. Il suffit de faire quelques sondages factifs pour non, si vous êtes un chef d'État ou vous n'avez pas de projet pour le développement de votre pays, vous ne changez pas les choses quotidiennes de votre population. Vous pensez qu'il n'y a qu'un seul homme qui a des projets dans un pays? Mais si il y a une autre personne qui vient proposer son projet et le peuple va lui voter. Mais si une seule personne accapare et contrôle toutes les institutions, c'est ça le problème. Comment contrôler les institutions? L'une des raisons pour lesquelles les gens souhaitent l'alternance, c'est qu'on est sûr que, quelle que soit la même mise que vous avez sur les institutions, vous allez partir dans quelques années. Oui. Et que d'autres vont venir. Non, mais quand on vous dit qu'on a quelqu'un va avoir la même mise sur les institutions, la même mise comment? Les institutions fonctionnent de façon indépendante dans tous les pays, parce que je sais de tous les pays. Mais si vous voulez, vous avez un projet que vous voulez soumettre au peuple, vous voulez poser votre candidature, mais vous passez, vous créez votre parti, ou bien vous postulez, vous posez votre candidature et quitte au peuple de vous choisir. D'accord. Mais vous battez, mais on a battu Yaya Jammeh, il est parti. Oui. Mais ça n'a pas été de gaieté de cœur non plus. Non, il a reconnu. C'est parce que, mais en fait, en réalité, son revirement aussi, il avait des preuves qu'on l'avait triché en réalité. C'est lui qui a organisé les élections. Mais et après, il reconnaît sa défaite. Il a de façon utiliser des billes. Mais après tout, il trouve que non, mais dans l'organisation des élections, il y avait des fraudes.
Et ces fraudes-là, c'était vraiment des fraudes. Et moi, il a mis des choses devant la face du monde. Donc, Mais c'est on l'a comme si fait le voleur partie. dit qu'on l'a volé. Bon, Non, pas du tout. après... Mais c'était quelqu'un qu'on disait non, que Adama Barrow ne devait pas gagner les élections. Mais lui, il a donné un exemple. C'est pour dire qu'il n'y a pas un président, aussi un continent qu'on ne peut pas battre. Il faut avoir un bon projet pour soumettre au peuple et le peuple te fera confiance, c'est tout. Alors, nous revenons donc dans le cas spécifique au Togo et on parlait donc de ces législatives. J'évoquais donc le branle-bas au niveau des partis politiques, mais même au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. On est actuellement en phase de recensement électoral zone 2, qui a été prorogé également de 2 jours. Oui. C'est parce que justifiait la CENI, il y a beaucoup d'engouement. Comment vous expliquez cet engouement des Togolais cette année à la chose électorale? Alors qu'on disait il y a quelques années que les Togolais étaient fatigués des élections. Non, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs raisons. Les raisons, c'est que les Togolais ont compris maintenant qu'il faut nécessairement qu'eux-mêmes ils participent. Hein, ils participent à la décision de la destinée de leur pays. Le pays, c'est pour tous les Togolais. Et quand on a l'âge de voter, c'est que la voix de cette personne compte pour la destinée du pays qui soit dans les décisions, que ce soit les élections municipales, et législatives, bien maintenant régionales et présidentielles. Il faut donner sa voix. Sa voix compte. Les Togolais ont compris cela. Deuxième chose, avoir une carte d'électeur également. Les gens ont trouvé ça aussi un atout parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas d'autres pièces d'identité que la seule pièce qui est la carte d'électeur, qui est aussi utilisée dans certaines institutions, reconnaissent cette carte comme une pièce d'identité, en fait. Et ça aussi, l'engouement, voilà, l'engouement vient de là également. On l'a eu avec l'expérience des transferts monétaires des novices dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Et puis, troisième raison, c'est la mobilisation des partis politiques. Et tu as vu cet engouement que vous avez énuméré tout de suite. Et ça, tous ces partis qui activent à participer, il y a encore des nouveaux partis politiques qui suscitent encore la population à avoir des cartes d'électeurs. Tout le monde est mobilisé et voilà. Ça rentre dans les oreilles de tous les Togolais d'aller chercher cette carte qui sera vraiment très précieuse pour l'avenir. Et dans la zone 2, les choses se déroulent relativement bien. Il y a eu ce communiqué du nouvel engagement togolais qui a fait un peu dont le président et une délégation ont fait le tour de plusieurs CLC, ont constaté plutôt un bon déroulement, contrairement à la zone 1. Qu'est-ce qui finalement a mieux marché dans la zone 2? Non, mais on a servi les erreurs ou ce qui a mis en mal le démarrage dans la zone 1 a servi de leçon à la CENI. Ils ont pris des dispositions. Ils ont amélioré le système de fonctionnement et que ça a permis de bien marcher dans la zone 2. Donc ça veut dire que c'est toujours comme ça. La première zone, il y a des dysfonctionnements. On commence après, et on essaie de corriger et on avance. Et voilà en même temps, c'est la première zone, la zone 1 est la zone qui a le plus densément peuplée, auquel on donne le même nombre de jours que les autres zones. Les gens trouvent que c'est assez déséquilibré. Non, c'est pas équitable. Qu'est-ce qui n'est pas équitable? Ce n'est pas ça. Quand vous prenez la zone 1, oui. Je prends juste le Grand Lomé. Oui. Le Grand Lomé fait le quart de la population du Togo. Oui. Et y compris toute la préfecture, enfin toute la région maritime et autres. Donc on est dans la partie la plus peuplée du Togo, qui a également ces 2 semaines avec les 2 jours qu'on a ajoutés. Même phénomène dans les autres parties du pays qui sont moins peuplées. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas la raison de la densité de la population, mais il y a aussi le territoire. Vers le nord, ce sont des territoires très vastes. Tu vas voir, quelqu'un va parcourir 5 km pour aller retrouver un bureau de vote. Ce n'est pas le cas dans la première zone qui est la zone du Grand Lomé. Non, moi je parle plus du recensement. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a une opération qui demande qu'on saisisse qui prend quand même du temps. Après, quand vous avez plus de monde, c'est qu'il y a moins de personnes servies que là où vous avez moins de monde.
Mais moins de monde avec... il faut mettre Oui, le la facteur... distance qu'ils vont amener pour venir, c'est pas le problème. Eh, C'est mais les machines. l'attente aussi Oui. et tout. Ici, vous avez une plus grande attente. Non, non, pas ça. C'est-à-dire que et si vous mettez tous les facteurs, vous allez trouver que ça revient à la même chose. Tout de suite, vous êtes 10. Moi, je peux vous enrouler à moins de 5 minutes peut-être pour vous 10 personnes parce que après l'autre, c'est l'autre, après l'autre, c'est l'autre. Alors que de l'autre côté, vu la distance, les contraintes, pour retrouver un bureau de vote, il faut faire des kilomètres avant de retrouver un bureau de vote. J'enregistre une personne. Je vais attendre encore. Peut-être vous êtes deux, mais les 5 minutes que je pouvais enregistrer 10 personnes, je prends 5 minutes pour enregistrer 2 personnes. C'est la même machine Ah oui? qui a la même durée de fonctionnement. Oui. Quand ici, d'ailleurs, ce que vous dites, elle n'a pas été vérifié parce que Non, on a plus d'affluence Oui. et ça fait que vous avez la machine est plus demandée. La machine Donc, est on plus aura besoin de demandée. plus de temps pour Oui, c'est servir pourquoi tout on le met monde. aussi plus de machines. Vous ne suis pas sûr que... On n'a pas prouvé que Non, plus mais de machines non, ont été mises. ce n'est pas, Ça ce n'a n'est pas pas le été- même... ça n'a pas été prouvé. Non, si vous voyez la répartition et le nombre de bureaux de vote, mais c'est-à-dire que c'est le territoire circonscrit où on a concentré le même nombre de machines, ce n'est pas la même chose ou non? Ça n'a pas été prouvé. Non, En tout cas, non, le c'est la même chose. C'est-à-dire matériel qui a que, été par déployé. exemple, au niveau si je prends seulement au niveau de la zone, je prends à Goïsel, peut-être si on a une dizaine de machines, par exemple, c'est un exemple, mais peut-être que c'est pour un quartier d'Agoy, mais peut-être que cette dizaine de machines serait dans toute une préfecture ou non. Vous voyez? C'est-à-dire que plus c'est concentré ici, plus on a mis beaucoup de machines pour un petit territoire en fait. Oui, mais de mais toute alors façon, plus là-bas ouais. c'est vaste, Oui, les mêmes mais machines de pour toute assurer un façon, grand territoire. on a constaté après qu'ici, à la fin, il y a encore beaucoup de personnes qui sont restées sur les carreaux, qui n'ont pas pu se faire enrôler. Oui, ici c'est le cas. C'est peut-être qu'après tout, la CENI va devoir prendre des mesures pour revenir, peut-être accorder 2 ou 3 jours pour que tout le monde puisse s'enrouler en fait. Il faut que la CENI puisse s'assurer que tous les Togolais ont eu leur carte d'électeur. Ça, c'est une nécessité en fait. Il ne faut pas, s'il y a des gens, un bon nombre important, qui n'ont pas fait leur carte d'électeur, peut-être qu'ils n'ont pas, pour faute d'insuffisance de temps, mais il faut qu'on revienne et leur accorder un peu de temps pour qu'ils puissent Après, il retrouver y a la carte aussi, d'électeur. C'est un souhait. oui, d'accord. Il y a aussi devant, après, toute l'opération qui va consister à analyser le fichier, à dédoublonner le fichier et tout cela. On sait que tout ça aussi, ça crée... ça fait couler beaucoup d'encre et de salive au Togo. Il faut se dire que parce que tout le monde participe, on va avoir confiance dans le processus pour la suite. Mais c'est évident, pourquoi? S'il y a un dysfonctionnement au niveau de ces révisions, mais ça impacte sur quel parti politique? Est-ce qu'il y a les effets, c'est pour toucher tout le monde? Mais si même aujourd'hui... Vous savez que l'opposition présente ça souvent comme un moyen de non-transparence du scrutin aussi. Hein. Pourquoi? C'est leur argument. Et Moi, ça je dis impacte. juste leur argument. Est-ce qu'il y a un avantage, quelqu'un tire l'avantage s'il y a des dysfonctionnements au niveau de l'enregistrement des listes électorales, ça avantage qui? Et ces dysfonctionnements sont liés à quoi? Comme tout de suite, ce que vous venez d'énumérer, comme il y a des Togolais encore qui n'ont pas encore leur carte d'électeur. Mais cela ne fait pas dire que ce sont des Togolais d'un parti politique qui n'ont pas cette carte d'électeur. Ou bien au cours de l'enregistrement, ce n'est pas dit que on a enregistré seulement que les électeurs d'un parti politique. Non. Mais dans tous les cas, tout le monde ne peut pas s'enregistrer, hein, quel que soit mais quel que soit le nombre de temps qu'on donne. Ça, Je ne pense pas que la CENI va espérer que jusqu'au dernier Togolais de s'enregistrer avant de clôturer. Donc je ne vois pas pourquoi. Ça fait aussi c'est des sujets de réflexion que certains posent pour que ce genre de processus soit plutôt permanent. Non, oui, pour que on puisse à chaque fois on puisse avoir cette carte à tout temps, à tout moment, et pour que tous les Togolais puissent l'avoir. Oui, c'est une bonne idée, mais sache que ce sont des choses aussi, le coût compte. Ici, à chaque fois, il faut mettre les gens pour enrouler Si vous tous avez les une Togolais. peut-être au niveau des préfectures, moi je sais pas. Hein. Bon, peut-être une manière de le faire comme si on le fait avec les cartes d'identité. Peut-être pour une durée de validité
encore longue, voilà, et on pouvait Ou dire simplement que faire aussi de la carte d'identité une carte d'élection. d'électeur également, si, mais seulement que la Parce que carte moi, je n'ai d'identité. jamais compris je dis cette contradiction. La carte d'identité fait de vous plus togolais que quelqu'un qui a Non, la carte c'est d'électeur. même à 6 mois, on a la carte d'identité. Oui. Mais ce n'est pas le cas avec la carte d'électeur. Hmm. Donc on ne peut pas dire qu'on va voter avec une carte d'identité. Là, Ceux qui les gens l'ont, vont créer. Ceux qui l'ont. Eh oui, mais ceux qui l'ont, c'est là-bas on va, les gens vont créer plus de C'est-à-dire que fraude. ceux qui l'ont soient systématiquement inscrits sur les listes électorales. Plutôt que d'aller faire encore la queue Non, mais il pour faut avoir qu'on une sache. carte, Non, une carte là-bas. d'électeur. Ce que je dis, vous avez votre carte d'identité, c'est que vous respectez les critères. On sait que vous êtes Togolais. C'est les Togolais qui votent en Oui, fait. c'est les Togolais Et qui donc, votent. systématiquement, cette liste-là, on a peut-être 25% de Togolais qui ont la carte d'identité, Oui. est ajoutée à la liste électorale. Mais ces 25% qui ont cette carte d'identité ne répondent pas aux critères d'aller avoir une carte d'électeur parce qu'il y a des mineurs qui ont des cartes d'identité. C'est à partir de 18 ans qu'on a la carte d'identité, Non, normalement. non. Normalement. La carte d'identité, c'est pas à partir de 18 ans. Non, c'est à partir de 18 ans qu'on a la carte d'électeur. Mais la carte d'identité, pour des raisons de nécessité, tu vas l'avoir avant 18 ans. Oui, mais dans ce cas, on regarde votre âge dessus. On sait que Eh, si on mais transmet ça le revient, fichier- ça revient à la même chose de te, Non, ce que je veux de dire, te transcrire. Vous me demandez à moi, qui suis déjà togolais, qui répond aux conditions, d'aller faire la queue pendant 2-3 jours. J'ai vu des gens le faire. Moi, j'ai pas ce temps-là. J'ai pas ce temps à peine. Mais vous regardez, vous savez que je suis né. J'ai 40 ans. Je réponds aux critères. Mais, mais je comment suis sur la liste. Mais là, il doit avoir un système. On je sais connaît pas, les âges. ben, Parce je que sais c'est pas comment on notre va carte est mettre. biométrique. Oui, le Le système. fichier est là. En tout Mais- cas, c'est des et on- pistes de oui, réflexion. oui, sont et des les gens pistes. sont en train de Ah réfléchir oui, là-dessus on doit pour voir le- comment on améliore le Oui. système. Moi, je pense que. Parce que là-bas, la carte d'identité, les Togolais sont. Il y a dans des pays où la carte d'identité Oui. sert de carte pour aller voter, vous présentez juste votre carte d'identité, vous votez. Il y a cette mobilité. Si on veut tenir compte, compte tenu des cartes d'identité, tu peux avoir ta carte d'identité, mais tu n'es pas sur le territoire togolais. Tu vas faire comment? Si on tient compte le de pays tout où ça là. tu peux Maintenant- avoir la carte d'électeur, mais- si tu n'es pas là, tu donnes une procuration. Oh oui, mais on a une idée des électeurs. Mais si on veut se baser seulement sur la carte, ça peut orienter les gens, mais ça ne doit pas être. On ne peut pas dire se focaliser sur la carte d'identité pour organiser une élection. Il y aura les gens vont crier aux fraudes, les mineurs vont voter. Non, c'est parce que peut-être on ne se peut- fait pas non plus trop confiance. Ah oui, dans les le- mineurs dans vont le voter et système puis ici. beaucoup de gens vont crier à la fraude électorale. De toute façon, c'est la participation de beaucoup de partis rend peut-être plus vivante aussi la démocratie togolaise. Oui, c'est pourquoi j'ai dit ça témoigne du climat, du climat politique qui prévaut sur notre pays. Donc, tout le monde est prêt, tous les partis politiques s'activent. Mais c'est voilà. On n'a jamais vu, mais ça rassure tous les Togolais qu'aujourd'hui, le climat politique est très tendre. Donc, et c'est On va y l'avantage au pays. D'accord. Dominique Lacmont, il nous reste quelques minutes pour que je rende l'antenne. J'ai envie de mieux connaître aussi votre mouvement. Foi en la force du Togo, c'est quoi? Quelle est votre ligne directrice? Oui, mouvement Foi à la force du Togo, comme je l'ai dit dans mon intervention, c'est un mouvement qui regroupe les jeunes, la plupart des jeunes citoyens et tout, et qui intervient dans la sensibilisation. Quand on dit foi en la force d'un pays, comme je l'ai dit, c'est les institutions. Il faut faire foi à ces institutions-là, les institutions de la République. Il faut respecter les décisions. En tant que jeunes, nous devons apprendre à respecter les principes, les forces d'un pays, toutes les lois, respecter les lois qui régissent le fonctionnement d'un pays. Un bon citoyen, un jeune qui aspire diriger un pays un jour, un jeune qui veut être un leader doit respecter les principes, les lois qui régissent le fonctionnement de son pays. Voilà l'objectif du mouvement. C'est-à-dire c'est un peu dans le patriotisme, la citoyenneté. Voilà, et le patriotisme, la citoyenneté, le vivre ensemble, la paix, la convivialité, et respecter les institutions et l'autorité et tout. C'est l'objectif du mouvement. Vous procédez par formation, sensibilisation? Oui, nous sensibilisons. Nous avons nos représentations dans presque toutes les préfectures. Et dans le Grand Lomé, dans les secteurs, dans tous les quartiers, nous
nous avons des bureaux sectoriels qui font la mobilisation de la population, on les sensibilise sur la paix. Nous avons fait pas mal d'activités sur la citoyenneté, surtout avec quand le gouvernement avait instauré le premier samedi. Oui, de sport. Pour le ville propre. Ville propre de chaque premier samedi, nous les faisons bien. On était à notre dernière activité, on était aussi dans la lutte et la prévention contre l'extrémisme violent, surtout avec le terrorisme qui sévit au nord du pays. Tout récemment, nous avons fait une activité de don de sang pour mettre ça à l'actif des chefs des forces de défense, de nos soldats qui combattent au front. Et pour que, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, nous avons fait cette activité pour accompagner nos forces-là, pour que le sang soit disponible pour eux. Parce qu'il y a des blessés. Voilà. Oui. Donc, c'est un mouvement qui vraiment sensibilise les jeunes sur la paix, la citoyenneté. Les gens sont réceptifs à ce message? Oui, les gens nous écoutent. Ça regroupe pas mal de personnes, beaucoup, la plupart... beaucoup de Togolais, des jeunes, tout le monde s'y retrouve et c'est un mouvement qui a beaucoup de membres et quand nous mobilisons, on a quand même une grande partie de la population qui nous accompagne. Oui. Donc nous avons notre siège, c'est pas grâce à un frère qui nous accompagne également, M. Akaya Moïse, que je salue sur ce plateau, qui nous a offert un endroit où nous mobilisons les gens, c'est la place des fêtes Virginia, qui est le siège du mouvement. Donc c'est là-bas nous tenons nos réunions, la mobilisation. Comment vous êtes financé? En tant que jeune, c'est quand vous vous investissez, vous donnez cette force d'aller vers la population. Il faut d'abord avoir le courage, le bénévole est là, il faut se battre. Et aussi, il y a aussi l'accompagnement de ceux qui comprennent nos idéologies et nous accompagnent dans ce sens pour pouvoir quand même arriver à nos objectifs. En tout cas, bon vent à vous. Merci. Dominique Lacmon, secrétaire général et porte-parole du mouvement Fonds à la force du Togo 2F2T. Merci d'être dans cette émission, d'avoir tenu ces deux plateaux. Oui, c'est moi qui vous remercie. C'est un réel plaisir de répondre à votre invitation. Je suis très content. Je vous salue également. Et voilà, vous n'êtes pas, j'ai dit, aujourd'hui je vous ai rencontré. Oui. J'ai dit aux Togolais également que vous n'êtes pas seulement un journaliste, vous êtes un homme de art martial. On se connaît sur ce terrain que je t'exhorte à continuer à faire cet art qui te convient très bien. Oui. Donc c'est vraiment avec un grand plaisir que je vous ai rencontré aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous d'être resté en notre compagnie. On se retrouve le samedi prochain. D'accord.